comment est-ce que j'ai appris l'anglais, combien de temps ça m'a pris, les galères que j'ai eues, la méthode que j'ai utilisée. Aujourd'hui, je te raconte tout ça dans cette vidéo. Alors, tu vas voir, cette vidéo n'est absolument pas un conseil pour une méthode, pour te donner des outils, etc. Ok? Parce que, comme je le dis tout le temps, il y a autant de méthodes que d'étudiants, que de profs, que de personnalités. Donc c'est vraiment à toi de trouver, de savoir ce qui est le mieux pour toi, ce qui fonctionne le mieux. Mais aujourd'hui, je vais t'en dire un petit peu plus sur mon parcours, notamment mon parcours avec l'anglais, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et tu vas voir, je t'ai un petit peu menti parce que je t'ai parlé de ma méthode, mais en fait, j'avais pas vraiment de méthode à ce moment-là. Donc, je vais plutôt te dire comment j'en suis arrivé à apprendre l'anglais, ce qui m'est arrivé et quelques petites anecdotes en même temps. Parce que ouais, le parcours, il est assez intéressant et j'étais pas du tout prédestiné, je pense, à parler l'anglais, à apprendre l'anglais. Mais juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la page, je t'invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et tu trouveras la transcription dans la description de cette vidéo. Ok, donc tout commence par l'appel d'un ami. Je te redonne un petit peu de contexte, ou plutôt je te donne un peu de contexte. J'avais quel âge? J'avais 18, 19 ans, peut-être. Non, j'avais la vingtaine. J'avais la vingtaine. On va rester vague, d'accord? Et un de mes meilleurs amis vivait à l'étranger depuis déjà quelques années. Le plan, c'était de finir mes études, finir mon travail et après aller le rejoindre pour passer du temps avec, me mettre un peu en contact avec les langues. Mais je dois avouer qu'à ce moment-là, le contact avec les langues, c'était vraiment secondaire, voire tertiaire, pour être honnête. Ok? Je savais pas trop ce que je voulais faire, pourquoi j'étudiais, pourquoi je travaillais. J'étudiais et je travaillais en même temps. À ce moment-là, je faisais des études en alternance. Donc, j'arrivais vers la fin de mon programme et donc cet ami m'appelle en me disant, comme on le faisait régulièrement, eh bien écoute Val, si tu veux cette fois, j'ai trouvé un job pour toi. Tu peux venir travailler au Panama. C'est donc dans ce pays ouais, il a passé plusieurs années, etc. Donc il m'explique un petit peu voilà, de quoi il s'agit. C'était un job de rêve, vraiment. Pour que tu en saches un petit peu plus, la description de ce job, c'était aller travailler comme guide touristique entre Panama et Colombie. Ok. Euh, donc, c'est un voyage de 4 jours. Entre Panama et Colombie, il y a un archipel d'îles. C'est un territoire indigène. Ça s'appelle San Blas Islands ou alors Kunayala dans la langue des indigènes. Honnêtement, je te conseille de jeter un œil à cet endroit dans le monde. C'est paradisiaque. Donc, le job, c'était de travailler avec les indigènes, d'accueillir un groupe de touristes. Et pendant 4 jours, on voyageait de Panama à Colombie en voilà, passant du temps sur des îles désertes dans la mer des Caraïbes.
on dormait dans des hamacs, on prenait nos douches avec, je sais pas comment on dit ça en français, bucket showers. Donc on prenait, ouais, c'était dans un gros tonneau de l'eau, des fleuves, des rivières, etc. Donc on prenait nos douches avec ça, on faisait des feux de camp, on allait faire du masque et du tuba pour voir les récifs, honnêtement, incroyable. Donc il m'explique qu'il m'a trouvé un poste de volontaire. Dans ce job, il faut commencer comme volontaire, après on devient assistant de guide et après guide principal. Petit spoiler, j'ai eu le job à la fin et j'ai passé donc 2 ans et demi à travailler entre Panama et Colombie jusqu'à ce que le Covid vienne gâcher un petit peu la fête. C'est une histoire pour un autre jour. Donc il m'explique voilà, ce job, etc. Moi, je lui dis quand est-ce que je commence. Et c'est là où l'anglais rentre en jeu. Parce qu'il me dit, il y a un détail, pour ce job, Val, tu dois parler anglais. Et là, honnêtement, c'est la douche froide. Ok. Euh, pour... Ouais, il faut que tu saches ça. J'ai étudié pendant, je crois, 10, 12 ans l'anglais à l'école. Ok, ça fait partie du programme scolaire, universitaire, etc. J'étais nul. Honnêtement, je pense que tu as rarement vu quelqu'un d'aussi nul dans une langue. Ok. Depuis les premières années, je m'entendais pas avec les profs, je j'aimais pas la langue, je ne voyais aucun intérêt à apprendre une autre langue, etc. J'avais pas envie de voyager, j'avais pas envie de travailler à l'étranger, etc. Donc ça a été 12 ans d'enfer pour moi l'anglais. Donc à ce moment-là, un peu par réflexe, je lui dis, OK, je vais trouver une solution, donne-moi quelques mois et je vais apprendre l'anglais. Hop, fin de l'appel. Et à partir de ce moment-là, c'est là où tout commence à se bousculer un petit peu. Donc, je me dis, OK, je dois trouver un moyen, une méthode, quelque chose pour apprendre l'anglais le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Je réfléchis un petit peu, je me dis est-ce que je vais dans une université? L'université, l'école, ça n'a jamais vraiment marché pour moi, donc j'écarte cette possibilité. Prendre des cours en ligne, prendre des cours particuliers. Quand j'étais jeune, j'avais déjà essayé des cours particuliers. J'avais détesté ça. Donc je me dis non, il me faut autre chose, il me faut une autre idée. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi ne pas être au pair? Quand on est au pair, on vit avec une famille, donc anglophone dans mon cas, c'est ce que je recherchais, mais on est donc entouré par la langue, on est obligé de communiquer en anglais, donc je me dis, ça peut être, c'est pas une si mauvaise idée au final. Donc je commence à me renseigner un petit peu et je trouve donc un super site web. Ok. Je crée mon profil de au pair et c'était assez bien fait parce que on peut postuler à des familles, d'accord, mais les familles peuvent aussi t'inviter à les rejoindre, à consulter leur profil, etc. J'avais pas beaucoup d'espoir au moment-là parce que dans ma tête, le profil recherché pour un ou une au pair, eh bien, c'est plutôt une jeune fille, jeune femme qui
peut s'occuper des enfants, etc. Ok, un petit peu le stéréotype, je sais, d'accord. Mais je me dis, qui ne tente rien n'a rien. Je crée mon profil, etc. Et à ma grande surprise, je reçois beaucoup, beaucoup d'invitations. Ok? Donc là, je me dis, oh, quel soulagement, je vais trouver quelque chose assez rapidement. Ça va être assez facile, en fait. Et là, petit problème. Bon, j'espère que je vais avoir le temps de te raconter ça. Si c'est trop long, je le couperai après. Mais en regardant un petit peu les profils des familles, etc., je me rends compte qu'il y a quelque chose qui revient très souvent. Déjà, me connaissant, je voulais un peu éviter les grandes villes. Ok? Tout ça, ça s'est passé très très vite. Entre l'appel, mon inscription sur le site web, les premiers échanges avec les familles, etc. Il y a quelques jours, quelques semaines au maximum. Et donc je voulais éviter les grandes villes, les grandes capitales, parce que je me suis dit, apprendre une langue, c'est très difficile. Ne pas pouvoir utiliser le français pour communiquer, me faire comprendre, ça va être un énorme défi. Et je me suis dit, si je suis dans une grande ville, je vais trouver des Français, je vais vouloir passer un peu de temps avec eux juste pour me relaxer, relâcher un peu la pression, etc. Et au final, je ne vais pas avoir l'immersion que je recherche. Parce que il ne faut pas oublier que ici l'objectif, c'était apprendre l'anglais le plus vite possible, décrocher ce job et voilà, partir un peu à l'étranger, même si j'avais pas vraiment l'envie de voyager, c'est quelque chose qui m'attirait quand même. C'était une jolie porte qui s'ouvrait pour moi, un peu à l'inconnu, etc. Donc, je voulais éviter les grandes villes. Deuxième petit problème, donc la plupart des familles sur ce site web, attention, je ne dis pas que c'est la majorité des familles qui recherchent un ou une au pair, ok? Mais sur ce site web, beaucoup, beaucoup de familles, elles recherchaient un au pair pour, oui, s'occuper des enfants, c'est évident, d'accord? Mais elles avaient une vie très occupée. Un très bon travail en général. Donc, qui dit très bon travail dit en général grande ville, d'accord? Et surtout, pas beaucoup de temps à la maison, avec les enfants, pour, voilà, s'occuper des tâches quotidiennes. Jusque-là, aucun problème pour moi. C'était même plutôt cool. En général, ils vivent dans des super quartiers, la maison, l'endroit où tu vas rester pendant quelques mois. Voilà, c'est plutôt génial. Donc ça va. Le gros problème, c'est le programme, ce qu'ils attendent de toi à la maison. Je suis plutôt quelqu'un de travailleur, d'accord? À ce moment-là, j'avais déjà travaillé dans plusieurs petits jobs, etc. Et honnêtement, se faire avoir, ne pas se faire payer des heures parce qu'on est débutant, parce qu'on ne connaît pas bien le marché du travail, etc., c'est un cauchemar. Donc j'avais un tout petit peu d'expérience quand même et j'ai réalisé que la plupart des familles, elles demandent une somme astronomique, ok, de choses à faire. C'était quelque chose du genre se réveiller très tôt le matin, préparer le petit déjeuner, réveiller les enfants,
les habiller, les amener à l'école, rentrer, faire le ménage, ranger la chambre des enfants. Et en fait, ça continuait toute la journée comme ça. Je te rappelle quand même que quand tu es au pair, tu es payé, mais c'est rien du tout. Ok. Vraiment, on te donne pas grand-chose, etc. Et pour ce niveau d'exigence, un professionnel, ça coûte super cher. Ok. Donc j'étais là, mais quand est-ce que je vais vraiment avoir le temps de étudier un peu mon anglais, de découvrir la ville, d'essayer de rencontrer des gens? Parce que quand on recherche une expérience d'au pair, on sait que la priorité, c'est aider la famille, le travail, etc. Mais on recherche aussi tout ce qu'il y a à côté. L'endroit où tu vas rester, ce que tu peux faire dans cet endroit, etc. Donc, avec tout ça, j'ai refusé pas mal de profils de famille. Ok. De toute façon, je me suis dit, j'ai eu beaucoup d'invitations, j'aurai pas de problème à trouver quelque chose qui me convient. Ok. Et en fait, les mois, ils passent, ils passent, ils passent. Et au bout de 1 mois et demi, je me dis, ok, Val, c'est pas grave. Même si tu ne trouves pas la famille idéale, l'expérience que tu recherchais, l'aventure que tu voulais, euh, la prochaine famille, tu acceptes. Peu importe. Après tout, mon objectif, c'est pas d'aller voilà, découvrir une ville, un endroit. Ça, c'est secondaire. C'était vraiment d'apprendre l'anglais. Je reçois donc une proposition pour une famille en Angleterre, à Londres. Ah. Bon, je me dis, ok, au moins, c'est juste à côté. Ça sera facile de voyager, etc. Et dans le pire des cas, si ça se passe mal, je rentre à la maison. Ok. Donc je commence à parler un peu avec la famille, on se met d'accord sur les modalités voilà, de mon séjour, etc. Et au fur et à mesure de la conversation, je me rends compte que la famille n'a pas 3 enfants, mais 5, dont 2 en bas âge. Donc s'occuper des enfants, aucun problème, je m'entends très bien avec eux. S'occuper de petits bébés de nourrissons, qui ne sont pas les miens, c'est quand même un peu plus délicat. Donc j'étais de moins en moins à l'aise avec cette famille. Et au même moment, je reçois une autre demande d'une famille dans les îles Orcades. En anglais, on les appelle Orkney Islands. C'est dans le nord de l'Écosse. Jette un œil aussi à cet endroit. C'est assez incroyable. Donc, par curiosité, je regarde le profil de cette famille, l'endroit où c'était. Je me suis dit, waouh, je n'ai jamais entendu parler de cet endroit. Donc, l'endroit, check, ça me plaît. Une île de 700 habitants. Donc, aucune chance de rencontrer des Français, des étrangers, etc. Le programme de la famille, très simple. S'occuper de temps en temps des enfants de la famille, monter quelques meubles dans leur maison et une tonne de temps libre. Et donc, je choisis évidemment de partir dans les îles Orcades. Je prends contact avec la famille, on fait un petit appel très difficile avec les quelques mots d'anglais que j'avais. Je rencontre les enfants, 2 mecs, Jack et Aaron, si vous voyez cette vidéo. Donc, le courant passe bien et une semaine après, je prends un petit avion et je vais dans les îles Orcades vivre avec cette famille. Et là, on arrive au moment où l'anglais va prendre toute ma vie.
à partir de ce moment-là. J'arrive donc chez cette famille sans pouvoir parler, sans pouvoir m'exprimer. Euh, voilà, avec l'objectif vraiment d'apprendre l'anglais. Les premières semaines et les premiers mois ont été un cauchemar seulement du point de vue de la langue. Parce que l'expérience que j'ai vécue là-haut a été incroyable. C'est, je pense, une des meilleures expériences de ma vie. Connecter avec les enfants, c'est très très facile. Tu n'as pas besoin de parler, ok? Tu peux juste jouer avec eux, rigoler, jouer aux jeux vidéo avec le plus grand, sortir dehors avec le plus jeune. C'est voilà, j'ai toujours des petits frères, etc. C'était quelque chose de très naturel pour moi. Donc ça, c'était aussi le plus important. Être bien avec les enfants, avec la famille. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu me concentrer de plus en plus sur mon anglais. Alors, comment j'ai fait? Déjà, c'était une immersion à 100%. Ok? On en a déjà parlé. C'est super important quand tu apprends une langue de t'immerger. Ok? Eh bien là, tu ne peux pas faire mieux. Il n'y a pas mieux. 100% du temps, à part les quelques appels de temps en temps avec ma famille et mes amis, c'était en anglais. Alors, tu peux tout de suite deviner que j'ai vécu beaucoup, beaucoup de moments, comment on va les qualifier, malaisants, on va dire, ok. Je ne comprenais rien, ok. Rien en anglais, rien à l'accent écossais et encore moins à l'accent des îles du nord de l'Écosse, ok. Euh, donc très compliqué les premières semaines, les premiers mois, mais j'avais quand même beaucoup de temps libre. Donc j'utilisais une application, j'utilisais Babel. Euh, J'adore cette application, je l'ai aussi utilisée pour l'espagnol. Et la force, en fait, de mon apprentissage à ce moment-là, c'est que chaque truc que j'apprenais, j'en avais besoin immédiatement après. Donc, je découvrais une nouvelle règle, du nouveau vocabulaire, un nouveau concept, etc. Et je pouvais la réutiliser quelques minutes après. Donc là, mon apprentissage, il s'est envolé, vraiment. Ça, plus entendre de l'anglais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vraiment. Essayer de communiquer avec les enfants, avec les parents, avec les autres personnes de l'île. Plus, ouais, les films que je regardais avec la famille, les dessins animés pour enfants. C'est stupide, mais ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Si tu galères avec la compréhension, etc., les dessins animés sont parfaits pour commencer. Je sais, c'est beaucoup moins intéressant qu'une bonne série ou un documentaire, etc. Par contre, c'est beaucoup plus clair, le vocabulaire est beaucoup plus adapté, beaucoup plus facile à comprendre. Il n'y a pas d'argot, les structures sont simples, bla bla bla. Et donc, pendant 3 mois, vraie galère, je ne comprends rien, petit à petit, voilà, je comprends des phrases, je commence à utiliser quelque chose, voilà, mais rien de bien concluant. Et après 3 mois, vraiment, c'est un switch qui s'est passé. J'ai commencé à comprendre beaucoup plus clairement les personnes autour de moi. Je faisais mes premières phrases, mes conjugaisons, mon vocabulaire était en train de devenir de plus en plus précis. Mais ces 3 mois où tous les jours, pendant 1, 2, 3 heures, j'apprenais, j'écrivais du vocabulaire,
je regardais des films, j'essayais de communiquer avec les gens autour de moi. Et ça, eh bien, j'étais crevé tout le temps. Je devais faire des siestes parce que mon cerveau, ouais, il en pouvait plus, quoi. J'étais tout le temps en train de réfléchir, etc. Mais au bout de 3 mois d'efforts, vraiment, pouf, j'ai commencé à parler. 2 mois après, j'ai eu mon entretien d'embauche pour ce fameux job au Panama et en Colombie. Donc là, gros stress, évidemment. Je me dis, ah, ça fait seulement 4, 5 mois que je suis ici, seulement 1 ou 2 mois que je maîtrise, que je peux parler, pardon. Il n'y a aucune maîtrise là-dedans, mais que je peux parler l'anglais, est-ce que ça va bien se passer? Excellente surprise. L'entretien se passe très bien, en fait. Et le résultat, c'était que mon niveau d'anglais était suffisant pour venir et commencer à travailler comme volontaire. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je reste 1 mois de plus pour consolider un petit peu, me rassurer moi-même. Et donc, je suis resté 1 mois de plus avec cette famille, 6 mois au total. Encore une fois, un grand merci, c'était incroyable. Et quelques semaines après, je me suis envolé pour le Panama et la Colombie. J'étais assez sûr de moi, pour être honnête. Ok. Je me suis dit, ok, ça fait seulement 6 mois que je parle anglais, mais quand même, j'ai passé mon entretien d'embauche, tout s'est bien passé, je peux communiquer, etc. J'arrive donc dans ce nouveau pays, etc. Et là, énorme douche froide pour moi. Ok. Je me suis donc retrouvé à vivre, encore une fois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec mes collègues, mes amis, qui étaient guides touristiques, etc. On était plusieurs, évidemment. On vivait dans les mêmes dortoirs, dans les mêmes maisons, et on voyageait ensemble. Donc on devient amis super facilement. Donc je me retrouve avec eux, le management, les chefs de l'entreprise, tout était en anglais. Ok. Et aussi, et là ça c'était le plus dur à gérer pour moi, avec tous les touristes qui venaient du monde entier, littéralement. J'ai rencontré un nombre de nationalités incroyable. Ok. Ça, c'était super cool. Par contre, du point de vue culturel, etc., incroyable. Par contre, je me suis retrouvé face à des accents qui venaient de partout dans le monde, du vocabulaire que je n'avais jamais entendu avant. Ok. Moi, mon vocabulaire, c'était le vocabulaire d'une famille avec des jeunes enfants, donc peut-être pas basique, mais très poli, euh, très mignon, en fait. Et là, tu te retrouves avec des personnes qui ont entre 20 et 50 ans, vocabulaire que j'avais jamais entendu de ma vie, etc. Et c'est en fait un peu la première fois où là, je me suis senti tout petit à cause de la langue. Parce que avant, ouais, j'étais nul, j'avais l'air un peu stupide, je comprenais pas, mais mon objectif c'était d'apprendre. Alors qu'à ce moment-là, moi, ce qu'on attendait de moi, c'était pas de apprendre la langue, etc. C'était d'être bon dans mon travail. Donc de pouvoir communiquer correctement, de pouvoir donner les bonnes informations, de comprendre ce qu'on me dit tout de suite, etc. Une horreur. Une horreur. C'est peut-être la seule fois où je me suis dit, j'arrête. C'est pas pour moi. Je rentre en France, etc. J'ai pas le niveau. Heureusement, j'étais quand même très bien entouré. Il y avait donc ce super ami dont je t'ai parlé au début de la vidéo qui était là pour me
remonter le moral, me soutenir et me pousser à continuer. Et il a bien fait. Parce que ça m'a pris en fait, allez, on va dire 6 mois de plus, 6 à 10 mois de plus. Ok. Et après ça, je peux te dire que vraiment, c'était incroyable. Vraiment. Je me suis découvert un peu comme une autre personne grâce à la langue anglaise. Donc, au final, ça m'a pris, on va dire, 1 an et demi pour atteindre un super niveau en anglais. OK? Et après ça, parce que, OK, tu arrives à un super niveau, tu peux communiquer super facilement, tu as l'habitude des accents, tu connais tes expressions, etc. Voilà, t'as fini. Eh bien en fait, pas du tout, parce que j'ai continué pendant les 5 années d'après, donc à, à cause ou grâce, on va dire, grâce à mon travail. Ma copine de l'époque était anglophone, mes amis étaient anglophones, mes chefs étaient anglophones, tout était en anglais pendant 6 ans dans ma vie, non-stop. Et évidemment, quand tu passes 6 ans activement à apprendre dans des conditions d'immersion totale, ça vient tout seul. Tout seul. Je me fais bien comprendre. Ok. Donc voilà, c'est un peu comme ça. C'est ce qui s'est passé pour mon anglais. Euh, c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Ok. Par contre, l'immersion, ça, ouais, ça doit faire partie d'un, comment je peux dire ça? Ça doit être une étape, un moment de ton apprentissage. Mais attention, une immersion active. Tu dois te donner les moyens, ok, de te mettre dans des situations embarrassantes. Euh, Au moment-là, c'est de la survie, vraiment, ok. Donc, je dirais pas que c'est la solution la plus facile. Pour moi, ça l'était au moment-là parce que je me suis dit, je vais pas mourir. Je me suis pris et je me suis mis dans une situation assez délicate, mais c'est peut-être la méthode la plus rapide pour progresser dans une langue. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ça a été vraiment un parcours avec des hauts énormes, ok, des bas extrêmes aussi, d'accord, mais vraiment avec une bonne méthode, avec quelque chose qui te motive. Apprendre une langue, c'est tout à fait possible, même si pendant des années, on t'a dit que tu ne parleras jamais le français. Voilà, ce genre de choses. Ok. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Donc ouais, la méthode que j'ai eue, tu vois, en fait, il y en avait vraiment aucune. Euh, Par contre, avec l'espagnol, parce que quand je voyage, quand je vis au Panama et en Colombie pendant plusieurs années avec les indigènes, etc., j'ai eu mes premiers contacts avec l'espagnol. L'espagnol, c'est une autre histoire. Je te raconterai ça une autre fois, mais j'ai été beaucoup plus méthodique avec l'espagnol. L'anglais, ça s'est fait un petit peu tout seul, en fait, mais au prix d'une grosse prise de risque, de beaucoup de volonté, de super amis autour de moi et ouais, de régularité, en fait, simplement. Euh, donc voilà, c'était pour que tu en saches un petit peu plus sur comment j'ai appris l'anglais. Ah, pardon, j'ai oublié quelque chose d'assez important. Après cette expérience, en prenant un peu de recul, en fait, je me suis aperçu que apprendre une langue, ça pouvait être fun, ok, que c'était en fait assez facile jusqu'à un certain point, on est bien d'accord, mais avec le bon environnement, les bonnes personnes, les bonnes motivations, c'est quelque chose d'assez fun à faire.
Et ça a complètement changé ma vision sur l'enseignement et les langues. Et c'est un petit peu ça que j'essaye de transmettre euh, dans mes cours avec les étudiants que j'ai. Ok. Je veux quelque chose qui soit léger, euh, rassurant un petit peu, parce que le gros problème de cette méthode, c'est la confiance en soi. Ton ego, il se fait défoncer. Pardon pour le vocabulaire, mais on se sent stupide, on se sent comme un enfant, un bébé. Ça, émotionnellement parlant, c'est pas facile. Ok? Donc, créer cet environnement fun, relax, où on apprend en vivant, en faisant les choses et en enlevant ce côté euh, insécurité, ok? C'est un peu ce que j'essaye de faire, ce que j'essaye de transmettre. C'est un joli mot pour pas grand-chose. Parce que ouais, au final, ça peut être fun et ça a marché pour moi. Voilà, voilà. Bon, j'arrête là. J'espère que c'était pas trop long, que tu en sais un petit peu plus sur voilà, ma vision de l'apprentissage, mais aussi de l'enseignement. Et si ça peut te motiver un petit peu, si tu hésitais à partir à l'étranger, etc., eh bien, n'hésite pas, fonce. Euh, En général, on ne meurt pas en apprenant une langue. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre en commentaire comment toi, tu as appris l'anglais. Est-ce que c'était super académique? Est-ce que c'était en voyageant? Est-ce que c'était en prenant des cours sur Internet? J'en sais rien, mais ça m'intéresse. Et ça peut aussi motiver, aider d'autres apprenants comme toi. Mets un like, tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao!